a son. And then what? We won the war. Help me go home. Après Batman, il était temps pour Nolan de revenir à un des personnages de pop culture les plus anciens de notre civilisation occidentale, c'est-à-dire Ulysse, Ulysse, héros de l'Odyssée écrit par Homère, et on est très heureux de revenir ici pour une séance spéciale pour vous en parler. Donc j'accueille à nouveau, c'est de coutume cet été en tout cas, Alix pour commencer. Salut tout le monde. Qui va devenir quasiment régulier sur cette émission. Et Maxime, donc bonjour les voyageurs, fan absolu de l'Odyssée écrite. Donc nouveau film de Nolan sorti cette semaine. C'est un chant de base. C'est vrai. Sorti ce mercredi 15 juillet, si les comptes sont bons. Et nouveau film très attendu parce qu'il n'avait pas fait de film depuis Oppenheimer 2 ans auparavant, en 2023, c'est ça. Et 3 ans, ouais. Ouais. Et Tenet, donc aussi en 2020. En 2020, voilà. Donc un film désormais en tout cas des films de Nolan très attendus parce que je crois que c'est sûrement le réalisateur le plus c'est connu. Le film le plus attendu de l'année, en tout cas on nous l'a marketé comme ça. Oui, ça c'est sûr que on en a vu les bandes annonces très très tôt et jusqu'à mercredi dernier, on en avait un peu marre. Et voilà. Fait matraquer, ouais, on peut le dire. Voilà. Donc il fallait absolument qu'on vous en parle parce que Nolan, c'est le réalisateur le plus populaire aujourd'hui dans le cinéma autorisant, blockbusterisant au monde. Évidemment, les salles vont être pleines, ça va être un énorme succès, on le sait déjà. Là, on vous parle samedi 18 juillet, donc 3 jours après la sortie. Je crois que le film a déjà fait 250 millions. Donc, oui, je crois que le pari est plutôt réussi. Ça va être un bide, c'est sûr et certain. Exactement. D'un point de vue des finances. On ne sait pas jusqu'à quand ce succès continuera, en tout cas pour lui. Sûrement le milliard au moins. On lui souhaite, en tout cas. C'est toujours intéressant de pouvoir lever autant de fonds pour parler de telles histoires et d'avoir autant de moyens. Toujours est-il que, comme c'est de coutume là aussi dans cette émission, je vais vous demander votre rapport à Christopher Nolan et à ses précédents films, et je vais commencer par Alix. Alors Christopher Nolan, effectivement, comme tout le monde, je l'ai découvert avec... Enfin non, en fait pas comme tout le monde, mais en tout cas, j'ai pu découvrir sa filmographie au travers des années. Alors moi, je pense que je suis tombé amoureux de son cinéma grâce à Interstellar, et avec les années, j'ai pris un petit peu de recul, et j'avoue que je suis un petit peu en décalage avec ce qu'il propose aujourd'hui, notamment avec Tenet, qui m'avait pas franchement emballé. J'avais trouvé ça hyper intéressant du point de vue de la mise en scène, parce qu'effectivement, il sait faire du spectaculaire avec des éléments qui sont avec du tournage réel. En fait, il a cette il se vend comme étant quelqu'un qui évite au maximum les effets numériques, et bien que ce ne soit pas vrai tout le temps, il y a quelque chose en tout cas de l'escroquerie. Non, pas de l'escroquerie. En tout cas pour Tenet, pour coup, il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Est-ce que ça valait le coup formel de faire sauter un Airbus pour un film, je sais pas, mais en tout cas ça crée pas savoir le cadrer, quoi. En tout cas, ça crée la meilleure séquence de son film, et à défaut d'avoir effectivement une intrigue que je trouve globalement lourdeau, j'avais apprécié le film, même s'il ne m'avait pas emballé des masses. Oppenheimer, pareil, aussi un petit peu laissé à côté. Alors, je trouve qu'il y a un petit peu plus de fulgurance, notamment lorsqu'il traite la question de la bombe atomique, et surtout du procès après, de la relation entre les scientifiques. Il y a quelque chose qui vient se rapprocher d'Amadeus, moi je trouve, dans Oppenheimer. Mais bon, après ça, c'est les 2 précédents films de Christopher Nolan. En tout cas, ce réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui a porté mon amour du cinéma, notamment en 2014 lorsque je suis allé voir Interstellar, et j'avoue, j'étais resté accroché au siège. Ça a été moi, et voilà, Régé Le Gorilla rigolera, mais moi ça a été mon 2001 de l'Odyssée de l'espace. Ça a été mon 2001 l'Odyssée de l'espace au moment où je l'ai vu, et même aussi d'ailleurs, on peut aussi parler de The Dark Knight, qui quand même a été une sacrée claque au moment où je l'ai vu, parce que les films de super-héros n'avaient pas toute l'ampleur d'aujourd'hui, et des propositions aussi sombres autour du personnage de la chauve-souris n'étaient pas foison, et Christopher Nolan, le réalisateur grand public par excellence. Et en attendant, je remercie quand même d'avoir initié ma cinéphilie, même si aujourd'hui je m'en détache globalement. Maxime. Ouais, écoute, moi c'est vrai qu'à peu près comme Alix, même si on a un petit peu d'années d'écart,
ça a été très important pour moi, Christopher Nolan, durant mon adolescence. J'ai découvert avec effectivement Interstellar aussi, si je dis pas de bêtises, au cinéma. Mais avant, j'avais quand même vu à la télé The Dark Knight, j'avais vu Begins et Inception. Comment dire ? Étant donné que Christopher Nolan est un cinéaste qui traite de la question du temps, qui traite des structures narratives complexes, effectivement, quand on est adolescent, c'est tout de suite très impressionnant. Parce qu'on a l'impression d'être face à un espèce de casse-tête qui peut pas être résolu, et en même temps, il réactive un petit peu tout un grand spectacle de la grande tradition de David Lean et de plein de grands cinéastes comme ça hollywoodiens. Donc ça faisait beaucoup effet sur moi effectivement et jusqu'à Dunkerque, je dois dire que même Dunkerque qui est un film pour lequel j'ai vraiment de l'affection quoi, parce que je trouve que vraiment on y reviendra avec l'Odyssée, mais en tout cas l'immersion qu'il avait dans Dunkerque était assez fabuleuse, même si le scénario en soi et ces espèces de structures narratives sur 3 strates différentes racontées du coup sur un temps qui est pas le même était assez décorative, enfin en tout cas assez superficielle selon moi, mais par contre c'est vrai qu'il arrivait à me faire vivre pleinement en fait l'acculement des personnages, le déroutement des personnages sur cette espèce de siège en fait qui a eu lieu dans la ville de Dunkerque. Et après effectivement c'est à partir de Tenet où moi j'ai commencé aussi à avoir une rupture, Là j'ai commencé à me dire que sa structure narrative en fait primait sur l'incarnation même de son récit, l'incarnation même aussi de ses personnages, c'est-à-dire qu'on s'en souvient, le fameux protagoniste est même pas défini, il est appelé le protagoniste dans Tenet, et donc John David Washington qui joue là-dedans, quelque part c'est juste un pantin quoi. C'est juste un pantin qui est au service d'un scénario qui est devenu hégémonique, et pour moi là la mise en scène devenait de moins en moins intéressante et j'avais juste l'impression qu'il avait fait un espèce de James Bond un peu vain, déguisé sur des réflexions assez vides sur la conception de la relativité temporelle quoi. Et arrive Oppenheimer, et je pense qu'Oppenheimer m'a encore plus agacé parce que j'ai trouvé que c'était un espèce de pseudo-pamphlet en fait qui dénonçait la bombe atomique, et en même temps je trouve qu'il a quand même dressé un espèce de parallèle totalement mégalomaniaque avec le personnage de Robert Oppenheimer, où il se comparait en fait je trouve vraiment à lui en espèce de créature un peu démurge comme ça qui est dépassée par sa création, et j'ai trouvé que le film était tellement égocentré que on n'avait même pas la dignité en fait de montrer les déflagrations et les dégâts en fait du côté japonais, et j'ai trouvé ça politiquement assez dégueulasse. Donc voilà, Oppenheimer m'avait assez révolté. Et un marketing, je me souviens, sur l'explosion qui finalement... Oui, voilà, parce que Christopher Nolan a toujours besoin, comme disait Alix tout à l'heure, de faire semblant de revenir à des effets en fait d'antan, des effets pratiques où il y avait plus de palpable, plus de réalisme, et donc le marketing s'en donne à cœur joie, c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous vend un espèce de phénomènes comme ça, d'effets pratiques qui auraient lieu sur le tournage. Donc dans Tenet, c'était l'avion qui percute l'aéroport, et dans Oppenheimer, on s'est vendu pendant 10 mois, oui, ils ont fait vraiment exploser une bombe au Nouveau-Mexique. Oui, ok, ça dure 10 secondes dans le film, et puis finalement, je pense que tout le monde, enfin plus personne n'en parle aujourd'hui, on a tous plus ou moins oublié cet effet, oui. Même si pour le coup, il y avait une mise en scène plutôt intéressante, je trouve, sur cette séquence-là. Mais par contre, effectivement, là, moi, l'Odyssée, parce que je suis désolé, je suis un peu trop long, mais en tout cas, l'Odyssée, ça fait partie de ces récits que j'ai enfin lus depuis 3-4 ans maintenant, et qui m'accompagnent vraiment. J'ai pu aller 2 fois en Grèce, et c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Donc quand j'ai su qu'il allait réactiver dans un film à grand spectacle en fait toute cette mythologie là et tout ce récit en fait matriciel quelque part de la littérature occidentale qui d'ailleurs aussi elle a une influence en fait énorme aussi dans son rapport à l'héroïsme, à la figure du héros, et à tout ce que Joseph Campbell a développé comme le monomythe, qui est prégnante. C'est un mythe très important en fait qui a été théorisé par ce fameux Joseph Campbell, et qui a été décliné après dans Star Wars, dans Matrix, dans tous ces films. Généralement on suit des personnages masculins qui vont vers l'aventure et qui ensuite, de péripétie en péripétie, reviennent chez eux. Là, finalement, c'est un peu le récit matriciel de ça, l'Odyssée. Et si vous regardez, Interstellar parle de ça. Lequel autre Inception parle de ça, concrètement. Donc là,
voilà, il arrête de seulement l'évoquer, ou en tout cas d'en faire des versions détournées, mais il l'aborde pleinement. Donc moi j'étais quand même très curieux, sachant que c'est quand même vraiment aussi un cartésien, hein, ce Christopher Nolan. Oui, enfin bon. Donc je me demandais comment il allait aborder le merveilleux dans le film, et je dévoilerai mon avis juste après. Je n'ai pas été fortement convaincu. Et toi, Maxence, c'est quoi ton rapport à Nolan ? Non, mais on a sensiblement le même âge, Maxime. Donc en effet, ça fait partie des réalisateurs de mon adolescence et du début aussi de ma cinéphilie. En tant qu'homme blanc. En tant qu'homme blanc, évidemment, voilà. En tant qu'homme blanc français, ayant été adolescent dans les années 2010, ayant découvert le cinéma avec en partie les 3 Batman. Même si j'ai trouvé qu'il y en avait à l'époque, j'avais évidemment préféré le Dark Knight, voilà. Rises, je crois. Je me suis Non, Dark Knight. Oui, Dark Knight seulement. Le Chevalier Noir, c'est exactement. ça, voilà. Les 2 autres m'ayant déjà un peu mis de côté. Au-delà de ça, et puis aussi, mine de rien, la figure du Joker et tout, qui est un peu fascinante hein, quand on est adolescent. Voilà. C'est sûr. Et après, tout comme moi, voilà. Interstellar, j'ai découvert plus tard par contre, mais Dunkerque, que j'avais plutôt aimé, au-delà des erreurs historiques évidemment, mais on s'en fout, c'est un film, et avec une vision très anglaise de ce que c'était. Mais moi qui étudiais par exemple l'audio et le son à l'époque, le mixage, je l'avais trouvé, d'ailleurs je crois qu'il avait pris un Oscar pour le montage sonore et pas le mixage sonore, ce qui était un peu bizarre d'ailleurs, parce que je trouve que le montage sonore était pour le coup bien en deçà du mixage, qui était beaucoup plus impressionnant et qui jouait beaucoup, notamment on en reparlera sur la scène du cheval de Troie, mais cette séquence là dans l'Odyssée, mais dans les bateaux et la peur que ça pouvait dégager là, et pour le coup ça avait du sens parce que le son du bateau et les basses qui en découlaient étaient hyper impressionnantes, et je me souviens, ça m'avait fabriqué un hors-champ assez extraordinaire dans ces séquences-là. Ouais. C'est ça, et ça m'avait fasciné à l'époque et je ressentais vraiment l'inquiétude. Puis après, voilà, il y a eu Tenet, Oppenheimer. J'ai découvert Interstellar après, que j'avais pour le coup beaucoup aimé, mais c'est vrai que Tenet me laisse de côté. Oppenheimer, j'ai pas détesté, mais c'est pas non plus c'est pas le film dont on me vendait, en tout cas je me suis senti un peu piégé par le marketing. Au-delà de ça, c'est un non mais en fait c'est un réalisateur que je pense, comme beaucoup au début d'une cinéphilie, de par le côté très scientifique dans son cinéma. Memento aussi, que j'avais découvert pendant mes études, que j'avais pour le coup adoré parce que c'était encore une fois au début de ma cinéphilie, et voilà, en fait c'est un cinéma que j'ai une cesse en tout cas un cinéma, en tout cas le cinéma de Nolan, que je n'ai eu de cesse de dévoyer. Et même quand on fait ce podcast, on se rend compte que finalement Inception est très inspiré de Paprika, sans que lui-même ne le reconnaisse. Et donc en fait toutes ces petites choses et ma connaissance grandissante autour du cinéma font que il a beaucoup je le démystifie beaucoup, je l'ai beaucoup, même si c'est un peu hype de le détester aujourd'hui, tu vois, ça reste pas certain quand même, hein. C'est plutôt à contre-courant, étant donné que en fait, les deux à chaque avis, fois qu'il sort, je pense que oui, même avant que le film sorte, on qualifie le film de chef-d'œuvre, donc ouais, bien sûr, mais il y a pas rien d'être à contre-courant, quoi. Je trouve que les deux avis, à la fois les gens qui l'aiment et les gens qui le détestent, sont devenus maintenant un peu populaires, dans le sens où en fait c'est à la fois, c'est plus très edgy de ne pas aimer Nolan, et c'est à la fois pas non plus si extraordinaire ou si marqueur d'une cinéphilie avancée de l'aimer. Oui, donc je suis assez d'accord. Vois, dans les deux cas ça s'annule un peu. Le fait est que moi je m'étais pas tant hypé que ça pour l'Odyssée, déjà parce que les précédents films me plaisaient moins, et aussi parce que je sentais Oppenheimer m'ayant déjà eu, je sentais le marketing prendre plus de place que le film en lui-même, et du coup je partais méfiant. Vous aurez mon avis dans un second temps, mais voilà, le rapport que j'ai avec Nolan, le rapport que j'ai avec l'Odyssée, moi ça reste quand même un texte qui reste un texte que j'ai appris en cours de français, que j'ai pas relu comme toi, Maxime, depuis, donc j'en avais l'image assez lointaine. C'est ça, parce que légende déjà ce qu'on apprend en fait au collège, généralement c'est des versions simplifiées, hein, et résumées. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi je m'en suis rendu compte, le texte est d'une grande complexité, oui. C'est vrai que c'est un monument qui vous accompagne une vie, hein, si vous voulez, hein, Et tu vois, vous comprendrez qu'on n'est pas forcément hyper emballé par le film. Au-delà de ça, je trouve que la version que tu as lue, Maxime, est une des versions, parce qu'il n'y a pas qu'une seule version de l'Odyssée. Effectivement, si ça vous intéresse, il y a plusieurs types de traductions. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps des hellénistes, donc c'est-à-dire des spécialistes en fait de la culture helléniste. Hellénistique, je sais plus. Helléniste. Okay. Vraiment, c'est parce la qu'il y a culture plusieurs helléniste. Grèces, il me semble.
Bah, c'est pas foncièrement la Grèce, c'est les différentes civilisations qui sont oui. succédées effectivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce. Je confonds avec l'Égypte, enfin bref. Oui. Mais en tout cas, oui, il y a plusieurs traductions si ça vous intéresse. Moi, j'ai lu celle de Philippe Jacotet, qui pour le coup, lui, est un poète franco-suisse. Ça se détache un petit peu, on va dire, du texte de base, c'est-à-dire c'est pas très fidèle non plus, mais c'est vraiment une Puis même il n'y a pas qu'un seul texte. Moi, ce que je voulais dire, c'est c'est que même sans parler de traduction, le texte, il n'y a pas un consensus pour dire qu'il y a un seul texte et une seule version originale. Si, tout à fait. Ah non, vraiment, non, il y a vraiment plusieurs récits différents, il y a même plusieurs versions des intrigues qui se déroulent. Alors, la trame principale, la trame vraiment qu'est l'Odyssée, il n'y a qu'une seule version. Après, il y a des interstices, effectivement, entre ces récits-là qui ont été développés par d'autres traditions. Mais par contre, l'Odyssée en tant que telle, d'abord, en fait, c'était une tradition orale, d'ailleurs, qui va être repris dans le film avec le fameux personnage de Travis Scott, qu'il n'a même pas été foutu d'ailleurs d'appeler un Aède, parce que c'est comme ça qu'on appelait en fait les chanteurs de l'époque. Parce que, en gros, on situe ça à peu près. Homère, on ne sait même pas en fait s'il a existé, hein, c'est-à-dire que c'est plus une figure qu'un véritable écrivain. D'ailleurs, on part du principe que ça a été sûrement plusieurs personnes et ça a été des traditions en fait, qui sont mélangées autour de Shakespeare d'ailleurs. Exactement. Sauf que là, imaginez-vous, en gros, on parle d'une époque, c'est à peu près en moins 800 avant Jésus-Christ. Hein, donc, je veux dire, c'était quand même il y a très très longtemps. Ce qui n'est même pas l'époque classique que nous on connaît la plupart du temps en fait de la Grèce et notamment de ce qu'on connaît de ce qu'il y a à Athènes. Bon bref, tout ça pour dire que effectivement c'est un récit complexe, c'est un récit qui est encore débattu et qui aujourd'hui après 3000 ans est toujours pensé par différents courants de pensée et notamment on ne le traduit pas de la même manière. Je vous parlais des différentes traductions. Il y a des traductions beaucoup plus plates, beaucoup plus poétiques en français, mais après il y a des traductions beaucoup plus musicales qui arrivent maintenant. Moi notamment je me suis intéressé un petit peu à la traduction de Philippe Brunet qui justement lui retranscrit beaucoup plus l'oralité et l'hexamètre, donc l'hexamètre étant le vers en fait antique composé de 6 syllabes. Je m'avancerai pas beaucoup plus parce que là on s'écarte totalement du film, mais tout ça pour dire que c'est pas juste une histoire simple comme ça, c'est pas un roman quoi, c'était destiné à très la chanson particulier et à la poésie. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion sur ça à la fin du film, mais on en parlera. Mais peut-être recentrons-nous 2 secondes parce que là, j'ai désaxé un peu le débat. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, Alix, du film si on doit faire un premier tour de table. Alors, moi, je m'étais pas trop hypé. Ça m'a, je pense, sauvé un petit peu, étant donné que Oppenheimer m'avait pas franchement convaincu. J'y suis allé, pas à reculons, mais en tout cas en me disant, voilà, prenons de la distance sur mes attentes. D'autant plus que moi aussi, globalement, même si j'ai pas lu l'Odyssée, j'ai lu une grosse partie de l'Iliade et j'ai effectivement un amour profond pour tout ce qui est la mythologie grecque. Lorsque j'étais adolescent, c'est quelque chose qui me passionnait également. Et donc j'y suis allé avec mesure et je trouve que l'expérience globalement est bonne. Hein. C'est un film qui, pour moi, est réussi, en tout cas d'un point de vue très formel. Mais malgré tout, je l'ai trouvé trop lisse. C'est un film qui est extrêmement poli. C'est un récit qui est complexe. Il a réussi pour moi à rendre accessible au plus grand public, qui est même accessible, je pense, effectivement pour des enfants il interdit au moins de 12 ans, mais je pense que ça peut se voir à partir de 10 ans globalement. Ça peut être quelque chose qui peut être très appréciable effectivement, pour des jeunes spectateurs qui veulent découvrir la mythologie grecque, qui est de moins en moins étudiée, en tout cas dans les détails. Et mais bon, il est clair que le point noir pour moi, c'est que un gros manque d'extravagance. C'est un film qui, pour moi, il finit un petit peu sans saveur. Effectivement, les grands questionnements liés à la mythologie grecque, à la profondeur de ces personnages et en tout cas des relations entre les mortels, les immortels, le divin face au tangible ou au réel. Tous ces questionnements sont en toile de fond, mais on n'arrive jamais à rentrer vraiment en profondeur. Pareil pour les personnages, j'ai pas réussi à être intimement lié à eux. Leur parcours me paraît assez vain et très peu d'attache globalement à ce qu'il va faire, ce vers quoi il se dirige. Et pourtant, du coup,
je considère que c'est un film juste, qui fait beaucoup, qui essaye même de faire trop, et en fait il présente plein de choses, il essaye de faire beaucoup et pourtant il ne fait jamais assez pour moi. C'est un petit peu le défaut que je dis, c'est la sobriété, c'est bien, mais trop de sobriété, en fait on arrive à quelque chose de vide, donc c'est un peu ça le souci de mon film. T'es parti de c'est une bonne expérience pour après dire que c'est plus ou moins une catastrophe à la fin. Non, mais c'est une bonne expérience du point de vue où effectivement je considère que le film n'est pas tout à fait raté, mais c'est juste que effectivement, mais même d'un point de vue esthétique, le film essaie continuellement d'être sur quelque chose qui se veut sobre, et en fait au regard des costumes, comme au regard des décors, comme au regard de malheureusement les qualités techniques, en tout cas la photographie. Quand tu parles de sobriété, c'est ce qu'on voit à l'image, quoi. Oui, ce qu'on voit à l'image, mais même les décors, oui, mais même au lumière. niveau des questionnements, au niveau des questions de fond, il essaie de faire sobre, et du coup malheureusement. Alors, je pense pas qu'il essaye de faire sobre. Je pense que ça, c'est ce que toi tu ressens. Mais lui, j'ai l'impression qu'il croit brasser beaucoup de sujets philosophiques. Peut-être. On y reviendra peut-être. En tout cas, moi, voilà, c'est ce que j'en retirerais, c'est pas un film désagréable à regarder, mais effectivement, je pense que je l'aurais oublié ça se regarde assez rapidement. Oui, ça se regarde. Ça reste quand même un blockbuster qui est pas du tout désagréable à regarder. Vas-y Maxime, donne-nous ton avis. Pas trop long. Pas trop long. Je suis On développera après. Je suis retombé sur une phrase de Chantal Akerman qui répondait. Désolé, là, ça va être pas plombant du tout, vous inquiétez pas. Qui répondait à cette fameuse réflexion. Je connais les gens qui commencent par des citations sur le général, c'est pour tuer le film. Possiblement. Mais entendez la réponse. Qui répondait à cette fameuse réflexion qu'on a quand on voit un film grand spectacle. Ah oui, j'ai pas vu passer le temps. Et elle répondait en disant oui, mais ne pas voir passer le temps, c'est qu'on t'a volé ton temps. Ok. Et effectivement, il y a de ça aussi dans l'Odyssée. Moi, j'ai pris la peine de... Je l'ai pas du tout aimé, pour être plutôt clair tout de suite. J'ai été assez même outré par certaines représentations et par la prétention qu'il a. Malgré tout, je me suis dit, je vais quand même aller le voir une seconde fois. Ça se trouve, je me suis trompé. Ah, tu l'as vu 2 fois, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être que j'ai été trop sévère sur mon premier jugement. La deuxième vision a été vraiment pire, quoi. C'est-à-dire que Nolan, concrètement, n'incarne plus rien. Son scénario pèse vraiment, je pense, sur l'expérience qu'on a du film. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vu un clip qui confond profusion avec ampleur, qui confond multiplicité du découpage technique avec la notion d'épique, qui ne compose plus rien, qui ne pense juste une chose, en fait, c'est comment expliquer son film aux gens. Et ça, c'était déjà plus ou moins le cas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours beaucoup d'informations sur les concepts du film. Mais là, en fait, est-ce qu'on avait besoin qu'il nous fasse encore une trame conceptuelle non linéaire ? Peut-être, mais il aurait certainement dû la simplifier pour que ça ne pèse pas, parce que là, il n'y a pas une scène qui n'est pas commentée par Matt Damon en voix off, quoi. Et on se demande vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire que Matt Damon, des fois, nous explique, par exemple, que là, ça a été dur la nuit. Il y a eu un gros orage. Ouais, on le voit à l'image, donc pourquoi nous le dire, on ne sait pas. Et ça, c'est à peu près 50 fois dans le film, quoi. 50 fois dans le film où il va distiller une réflexion, en fait, de description de ce qui se passe à l'image, ou même parfois il va essayer de mettre des punchlines philosophiques, quoi. Donc à un moment, Ulysse revient à Ithaque et Télémaque du coup essaye de le questionner, comprend pas encore que c'est son père, et du coup Ulysse regarde Télémaque en lui disant d'en bas nous voyons mieux les choses. D'accord. Donc c'est que des petites phrases qui sont distillées comme ça, et donc je pense que vraiment l'information passe avant l'incarnation tout le temps maintenant chez Christopher Nolan, et c'est ça qui m'ennuie terriblement. Et au-delà de ça, je trouve qu'il a aucune imagination pour essayer de représenter les différentes étapes du voyage d'Ulysse, quoi, et que pour lui ce n'est juste un prétexte en gros pour que le héros retourne chez lui. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien de ces différentes communautés, on n'apprend rien de ces différentes civilisations, parce que c'est vraiment ça dans l'Odyssée, quelque part. Et surtout qu'il a enlevé pour moi des passages essentiels, c'est-à-dire que le passage chez les Phéaciens, c'est comment on montre en fait une société qui s'est coupée du monde, qui est à l'extérieur en fait du monde, et qui est une représentation en fait de l'utopie. Voilà, c'est la toute première fois quasiment dans la littérature occidentale qu'on parle d'un modèle de civilisation qui représente un idéal. Voilà, et là il a totalement coupé, et d'ailleurs il s'est lui-même justifié que si en fait il avait adapté l'Odyssée, c'est parce que
en fait, ce qu'il aime dans la non-linéarité et ce qu'ils font ces scénarios, en fait, Homère faisait déjà la même chose en fait il y a 3000 ans. Oui, puis moi je te rejoins sur le côté Odyssée, c'est que l'appel à l'aventure, il est présent au début du film et très très vite oublié, hein, globalement. Parce qu'il est c'est censé être un voyage. Découpé encore une fois par le scénario, qui revient toujours en fait. C'est un voyage qui dure 20 ans, donc effectivement la découverte de nouveaux espaces, de nouvelles contrées, de nouvelles civilisations est complètement absente du film. Et le concept pèse tellement sur l'incarnation que moi je me retrouve avec Ulysse qui est à la fin, désolé on vous spoil, hein, mais je pense que... de toute façon j'ai plus ou moins dit. On va peut-être faire tourner les avis avant de rentrer dans les spoils. Ah, vas-y Maxence, explique-nous toi ce que t'as. Moi je suis tombé sur une citation d'Ulysse 31. Super citation aussi. C'est moi Nono le petit robot, l'ami d'Ulysse. Non je rigole. Non mais bon j'ai pas vraiment goûté à ce film parce que bon, Nolan, en fait, il a une lecture de l'Odyssée et je pense que, on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'en effet les Grecs, ils n'avaient pas d'avis sur ce qu'était le bien, le mal, etc. Et que quelque part, que c'était la Bible qui avait apporté ça. Là, il y a clairement une critique d'Ulysse et une critique de l'Occident et de l'Occident impérialiste à travers la figure d'Ulysse qui, qui en fait se rend compte de ses actes et d'à quel point c'est un homme horrible et détestable et il va devoir absolument se racheter, etc., récupérer ce qu'il a perdu. Bon bref, globalement c'est un peu ça le message. C'est un message c'est l'expiation quoi. Ouais, c'est voilà, en gros accepter une forme de souffrance oui. Pour te faire pardonner en fait d'un acte que tu aurais eu quoi. C'est ça. Dès les premières minutes où Ulysse est hors de Troie, donc ça doit arriver au bout d'une demi-heure de film, je comprends ce qu'il veut me faire dire d'Ulysse, c'est-à-dire que c'est le début, t'as déjà une évocation de Troie d'ailleurs, parce qu'en fait il surdécoupe pour tout mélanger. Oui, mais on va dire, moi en tout cas, allez, pour être gentil, je le comprends, on va dire à partir d'une demi-heure, 45 minutes, quelle est sa figure et la volonté critique qu'il a de notre Occident en puisant dans en fait le mythe le plus vieux. Le mythe occidental le plus vieux de notre existence humaine en tout cas, en voulant dire l'Occident impérialiste n'a cessé de tuer les hommes pour s'imposer aux autres, etc. C'est un message qui est répété à, je pense, 5-6 reprises, comme si j'étais quelqu'un d'idiot qui n'avait pas compris et qu'il fallait me le répéter jusqu'à la fin du film où Ulysse ce qui est fou avec l'explique Nolan, clairement. C'est l'assurance qu'il a en fait dans sa lourdeur quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, il me prend pour un imbécible. C'est pas nouveau qu'il explique tout le temps, mais je trouve que ça devient de plus en plus grave. Mais là, on va dire que en fait, si tu veux, dans Memento, quand il y a bon, évidemment, il y a la critique qui est faite à Memento quand tu mets le film dans on va dire l'ordre original, le film n'est pas si intéressant que ça. Au-delà de ça, il y a quand même des théories qui sont faites autour du film. C'est un film qui est quand même te perd, qui essaie de te perdre. Tenet est un film qui te perd aussi, qui essaie de te perdre en permanence. Là, je suis désolé, je suis pas du tout perdu par la narration. J'ai compris ce qu'il veut me dire en fait. Et le fait c'est ça qui est fou, c'est que en fait, il y a même pas de déroutement qui est lié à la structure narrative quoi. C'est juste ça pèse sur encore une fois le ressenti que tu pourrais avoir sur le voyage. D'autant qu'on sait qu'il sait faire ça, il sait créer de l'onérisme au travers du montage, au travers comme dans Inception ou autre. Et peut-être pour revenir à ton argument sur le fait qu'il arrête pas d'asséner vraiment sa critique de l'impérialisme à travers le cheval de Troie et à travers l'instrument de destruction que ça représentait, c'est plus ou moins ce que disait déjà Wolfgang Peterson dans Troie. C'est-à-dire que Agamemnon était vu comme un George Bush. Non mais c'est vrai. Parce que du coup c'était la période de toute façon de l'Irak, si je dis pas de bêtises à l'époque. Oui, en Afghanistan. En Afghanistan, pardon, faut pas en Irak. qu'on le redise. Effectivement, Agamemnon c'est Dark Vador dans cette audition. Et là c'est-à-dire que Christopher Nolan incarne encore moins Agamemnon, c'est-à-dire qu'il le réduit vraiment à une présence vraiment du mal à l'état pur, quoi. De stature vraiment Oui. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'il en appelle en plus à Star Wars, à Dark Vador. Nous faire bien comprendre, vous avez vu, c'est vraiment les Américains. C'est un empire. Au cas où vous n'avez pas compris, l'empire, Star Wars qui était déjà une critique de l'impérialisme américain, qui est au moment de la guerre du Vietnam. C'est une redite totale de ce qui a déjà été fait dans le cinéma. De toute façon asséné dans le cinéma américain. Et ça, je l'ai vu 1000 fois. Autre chose, c'est qu'en fait,
il pense me perdre à travers sa narration. J'ai l'impression qu'il se perd lui-même, parce qu'en fait le personnage d'Ulysse, en tout cas la façon dont il raconte, n'a absolument aucun sens dans en tout cas sa psychologie. C'est-à-dire qu'il se rend compte bon là on entre dans les spoils, on s'en fout. Ça fait longtemps qu'on Allez, c'est parti. Ça fait il sort de Troie, il arrive dans Troie, il comprend ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Alors pendant le siège, il faut pendant préciser. le siège, oui. Et il comprend en fait révélation. que c'est une révélation pour lui. Il se dit mais en fait je suis une merde, machin. Il va il arrive chez des villageois, donc là les villageois Sicones, on les appelle dans le lycée. ils ont peur de lui, ils brûlent les maisons, mais mine de rien, lui il voulait quand même bien se servir dans leur réserve. Et en fait à chaque fois c'est un acte de pillage, très clairement. Et à chaque fois il pense à bouffer sur chaque île, et il arrive chez le Cyclope. Et chez le Cyclope, bon, évidemment nous on a l'image, en tout cas moi l'image que j'en avais, c'était un monstre horrible qui tue ses hommes, etc. Là ça a l'air d'être un homme, enfin un monstre assez tranquille, mine de rien, qui a juste faim et qui ne comprend pas ce qui l'entoure parce qu'il est beaucoup trop grand pour le comprendre. Et donc déjà, bon, vous le savez, il lui crève l'œil pour s'enfuir. Donc c'est déjà un acte de barbarie assez horrible, surtout que... Chose qui reprend encore une fois oui. de l'Odyssée d'Homère, qui existe vraiment. Sauf qu'il enlève toute la substance, en fait, encore une fois, identitaire ouais, du truc. Du Cyclope, quoi. Et donc, ce Ulysse qui s'est rendu compte de ces actes horribles, affreux, et qui aimerait bien changer le monde, mine de rien, et réparer ses actes, qu'est-ce qu'il trouve à faire pour, quand il fuit le Cyclope qui est sans défense et qui ne peut plus bouger, alors lui tout le monde remettre est sorti, flèche. lui remettre une flèche pour l'énerver et du coup tuer d'autres hommes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas compris sa peuple leçon, parce que moi je vois juste à nouveau un impérialiste qui arrive dans un endroit sur une île qui n'est pas censée être la sienne, piller les ressources d'un pauvre monstre et d'en plus l'agresser. Ce qui est très contradictoire avec l'essence même du personnage, parce qu'à partir du moment où Ulysse il apprend que le Cyclope est doté de paroles et est capable de dialoguer, le personnage qui est à la base, enfin le personnage, le héros mythique, il est censé directement se mettre dans un mode de dialogue, en fait, dans une compréhension du divin et d'essayer de réfléchir. On rappelle, ou peut-être que vous le savez pas, mais je pense que vous le savez, donc il s'appelle Polyphème, et Polyphème étant du coup le fils de Poséidon. Et c'est pour ça que en fait son trajet après est semé d'embûches, c'est que Poséidon le maudit en fait Ulysse à ce moment-là. Et c'est très clairement expliqué. Sauf que en fait Polyphème, quand j'ai dit qu'on gommait son identité, Polyphème parle. Polyphème est un être intelligent, doué de conscience. C'est ça. Mais c'est ça qui est génial dans le film. Qui est un modèle de société très particulier aussi. Il le dégage d'un revers de la main de façon... Mais c'est presque humoristique. En gros, c'est papa Poséidon. Voilà, range-toi. Oui, papa Poséidon. Puis surtout, il y a un des camarades, ou en tout cas... Oh là là, il parle. Un des matelots. Qui dit, oh là là, il parle. Il dit... Tu crois que les géants parlent aux fourmis, ou je sais plus ce qu'il dit. Non, c'est pas ça. Oui, alors oui, il y a ça. Il y a ça qui est génial, mais il y a aussi, du coup, son matelot, son second, qui lui dit est-ce que tu penses qu'il serait temps de négocier? Et Ulysse fait c'est un petit peu trop tard, alors que pas du tout, justement. Ulysse, jamais il ne penserait d'abord violence et après réflexion. Et tous les épisodes, toutes ces fameuses étapes où en fait on va s'arrêter d'île en île, normalement c'est ça l'Odyssée, sont censés représenter encore une fois des modèles en fait de société qui vont être différents et nous exposer à des choses en fait de l'ordre du merveilleux, mais qui nous font réfléchir totalement sur des conceptions différentes du monde. Là vont en gros juste être matérialisés sous la forme d'un danger qui va brutaliser les personnages, qui va du coup au fur et à mesure éliminer les personnages de la troupe en fait d'Ulysse, et à chaque fois ils vont confronter ce danger sur l'île et ils vont revenir au bateau. C'est plus ou moins de toute façon le même schéma narratif qui est répété sans cesse, en enlevant totalement la substance en fait qu'aurait pu avoir aussi ces moments en termes de réflexion, en termes d'émerveillement. Là, il y a plus rien de l'ordre de l'émerveillement. Sauf que le montage alterné, enfin le montage qui est non linéaire, vient casser aussi l'aspect danger pour l'équipage, parce que étant donné qu'on sait que Ulysse va être bloqué avec Calypso et qu'il est dans une forme de remémoration de ses souvenirs, en fait, on est déjà au courant qu'il va finir seul et que tout son équipage va mourir. Donc en fait, tout l'aspect scénaristique qui tient au fait qu'il veut tenir en vie ses hommes tombe complètement à l'eau. Ça, à la rigueur, moi ça me gêne pas, dans le sens où dans l'Odyssée tu sais déjà à l'avance ce qui va arriver tout le temps, mais parce qu'encore une fois dans l'Odyssée il n'y a pas de libre arbitre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. La fatalité face au divin. C'est la fatalité face au divin, parce que c'est le divin quelque part qui prend le pas sur la capacité qu'on a nous en tant que mortels. C'est une tragédie, mais c'est concrètement une tragédie de toute façon. C'est ce qui a fait naître après les récits tragiques de toute façon l'Odyssée. Le problème c'est que Christopher Nolan
le divin, il le représente jamais. En tout cas, il le représente une seule fois, c'est à travers l'aspect, on va dire, fantomatique qui hante le personnage d'Ulysse, qui est Athéna. Mais c'est à peu près tout. Elle a 10 dialogues. Athéna, c'est Zendaya. C'est Zendaya, ouais. On va arrêter de l'appeler Athéna parce que c'est vrai que c'est Zendaya qui concrètement reprend plus ou moins l'apparence de son personnage dans Dune. Ouais, parce qu'il ça. a pas une Elle a pas les yeux bleus. Elle a pas les yeux bleus, c'est tout. Non, mais il a pas une foutue idée sur comment représenter ses personnages féminins. Donc on reprend en fait des attendus un peu et des représentations conventionnelles du genre, à savoir on refait ce qu'il y a plus ou moins en termes de représentation dans Dune et dans plein d'autres gros blockbusters type péplum ou science-fiction. Donc voilà, on a l'impression que Calypso c'est une femme quasi asexuée, mais quand même très jolie, qui vit sur une île seule. Je vais faire mon Eric Neuf, mais Calypso a la particularité d'être en tout cas réfléchi en tant que personnage comme un balisto, peut-être. J'en sais rien, mais en tout cas, elle est totalement transparente. Il n'y a pas d'aspérité à ces personnages-là. Ils n'ont pas de matière. Le problème de Christopher Nolan, c'est qu'il veut tellement tout mettre dans son film que ça devient indigeste et que plus personne comprend qui est vraiment qui. Je mets au défi de me citer Elle est quelqu'un. caractérisée comme un balisto, voilà. ça serait. Non, mais elle est caractérisée comme on caractérise un mannequin pour vendre un produit, en fait. C'est plus ou moins ça. Oui, c'est une pub de Fleur de lotus. C'est Fleur de Lotus. Alors là, en fait, vu qu'il a envie de faire son gros malin, en fait, il recycle des événements qu'il met pas. À savoir, dans l'Odyssée, ils vont voir le peuple et rencontrer le peuple des lotophages. Qui vraiment ça a été associé à la ville de Djerba au Maghreb, et en gros c'est un peuple qui te fait avaler une fleur qu'on appelle le lotos, donc on associe à ça au lotus après, qui effectivement altère ta mémoire, voilà, mais en fait c'est pour ça qu'ils errent pendant toutes ces années, parce que c'est des espèces d'hallucinations merveilleuses, mais là le problème c'est que il va recycler ça dans l'épisode avec Calypso parce qu'il peut pas tout montrer. Donc, on représente une femme qui est quelque part quelqu'un qui vit en plein égoïsme. Le bonheur en manipulant totalement en homme et en le droguant, quoi. C'est plus ou moins ce qui est montré dans le film. Parce que c'est ça aussi le problème. Une représentation absolument scandaleuse. Pardon, je termine juste là-dessus. Vas-y. Parce que Calypso et Ulysse ont une relation charnelle et sexuelle pendant des années, consentie par Ulysse dans l'Odyssée. Donc voilà. Après, il le verbalise au moins une petite fois quand même dans le film. Il dit j'ai été très heureux, j'ai pas envie de partir, mais mes souvenirs reviennent. Oui, on comprend qu'il était. Il le dit quand même que globalement, il est pas totalement sur la. Il s'est clairement fait manipuler surtout. Oui. Quand il y a une révélation, il dit qu'il se fait manipuler, mais en tout cas. Et que c'est grâce à elle, c'est parce qu'elle a arrêté de lui donner du lotus et lui a révélé ça, c'est que finalement il a pu sortir de son emprise. Hein. C'est clairement ce qui était montré dans le film. Et j'en veux un espèce de montage totalement clipesque, épileptique qui est complètement débile. Pour une fois, essayer de nous reperdre à travers la narration pour nous faire comprendre que c'est des souvenirs. Il retrouve la broche de Pénélope, et là d'un coup, la musique de Ludwig Göransson. Non mais bon bref, allez-y parler du film, moi je ne serai que haine sur ce film. C'est vrai que voilà, au-delà de ça, moi je l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que mine de rien c'est dommage parce que c'est je pense le seul mec aujourd'hui à Hollywood qui peut arriver en disant je vais adapter l'Odyssée d'Ulysse, donnez-moi tant d'argent et je vais vous verrez, ça sera rentable. À part peut-être que Paul Thomas Anderson arrivera à faire ça un jour, mais jamais Paul Thomas Anderson il s'intéressera à ça, je pense. Non mais peut-être tu vois en tout cas de pouvoir faire des blockbusters avec autant d'argent, autant de qualité, parce que mine de rien techniquement non, je pense que lui et Villeneuve c'est les deux seuls. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça, pourquoi pas avoir fait une trilogie, c'est sur ça qu'on peut. Et malheureusement c'est les deux cinéastes les plus froids d'Hollywood, quoi. Donc il y a peut-être une raison. Après, je pense que c'est inadaptable dans le sens où on peut pas tout mettre, voilà, et que Christopher Nolan, ce pourquoi des fois j'aimais bien ses Batman, c'est qu'il avait des choix radicaux dans les adaptations. Oui, c'est ça. Là, on a l'impression que il veut être à la fois fidèle dans le sens où il veut mettre quasi tous les épisodes, mais en même temps pour mettre tous ces épisodes et compacter ça dans un film en fait qui est digeste au cinéma, et il survole tout en fait. Il survole tout, il enlève toute la complexité, toute la substance. À chaque nouvelle île, c'est des nouvelles réflexions philosophiques qui sont posées, c'est des nouvelles intrigues, c'est des nouveaux questionnements, et à chaque fois il survole ça. Donc même Dunkerque, tu vois, je disais qu'il y avait des erreurs flagrantes historiques et notamment sur le rôle des Français dans la guerre, mais en fait c'est un parti pris mine de rien très anglais, critiquable, mais voilà, il fait ce parti pris là de
vas-y, je raconte que c'est les Anglais les héros. Ouais. Et voilà, et c'est parce que c'est une histoire avant tout anglaise et tout. Ouais. Mais il fait voilà. Et là, c'est vrai que on passe très très vite sur les géants, on passe très très vite aller sur Circé, alors que pour le coup, Circé, ça avait l'air d'être un des personnages les Bien plus sûr. intéressants, Bien en sûr. tout cas les plus adaptables, en tout cas au rôle d'une femme en 2026, qui a l'air d'être quelqu'un qui a été... Enfin, mine de rien, voilà, elle transforme les soldats d'Ulysse en porcs. C'est un personnage fonction, encore une fois, voilà, c'est-à-dire c'est ça. que... Mais il n'en dit rien, Elle en fait. Bah si, ce qu'ils ont dit, c'est que... Enfin, pas grand-chose. en gros, elle est là pour révéler, comme une espèce de fonction narrative, hein, c'est ce qu'il fait à peu près avec tous ses personnages. Elle est là pour nous révéler la brutalité des hommes, comme si on avait besoin en fait de ça pour comprendre Oui, que c'est ça. tuer des gens c'est mal. Oui. Voilà. Et Et concrètement, son Oui. personnage sert à peu près qu'à ça Encore une fois, avant dans de le récit, partir- et c'est quand même triste quoi. Avant de partir, Ulysse dit je ne veux plus suivre Agamemnon, j'en ai marre, on l'a suivi pendant 10 ans. Ce qui pour moi est aussi un truc de c'est bon, on a suivi Dark Vador, l'impérialiste pendant 10 ans, j'ai envie de faire autre chose de ma vie et voilà, on est quand même des hommes de merde, il faudrait qu'on fasse autre chose. Et donc en fait je comprends ça, en fait j'ai pas besoin Mais je pense que sa qu'on me le réflexion à redise. ce moment-là n'est pas celle-là. Mais Ah, le, peut-être que je le suis- film est ouais. juste très mal écrit. Pour moi, à ce moment-là, c'est j'ai été sous la houlette et j'ai dû me soumettre à Agamemnon, parce que ça, le film le montre encore une fois de manière très Oui. rapide et très épileptique. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens... au tout début. Ouais, Au tout début, il j'en t'est parle. montré que... et ça, c'est vrai. Il va c'est-à-dire cramer c'est- Ithac si Non, il va enlever Télémaque. Oui, il va enlever le Télémaque, fils ouais. d'Ulysse, donc c'est pour ça qu'il est contraint de toute façon de rejoindre Agamemnon, qui, il faut comprendre qu'à l'époque, la Grèce n'était pas un pays, hein, donc c'était assemblé dans des sortes de cités-États, et la civilisation, donc, qui était à l'époque, c'était la civilisation autour de la ville de Mycène, on l'appelle la civilisation mycénienne, et c'est Agamemnon qui, selon la tradition historique, enfin plutôt mythologique, a associé tous ces États pour pouvoir aller détruire la ville de Troie et récupérer Hélène de Troie. Globalement, c'est ça. Mais Mycène et Sparte, du coup, parce qu'il y avait quand même Ménélas qui était avec lui. oui, c'est ça. oui, mais Sparte faisait, c'était les villes de la civilisation mycénienne. combattait, c'est- Ouais. Exactement. Mais tout ça pour dire que, à la rigueur, qui simplifie tout, qu'il enlève toute la substance, toute la complexité en fait de ces différentes étapes et des représentations du merveilleux. Pourquoi pas Pourquoi pas qu'il en fasse un récit totalement épique, voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que est-ce que son épique fonctionne? Moi, c'est Voilà. un peu là la difficulté. C'est là la difficulté Quitte aussi, à- quoi. Quitte à entièrement intégrer un monde imaginaire qui n'est que magie, effectivement. Qui n'est que d'apparence magique. Qui n'est que d'apparence magique, mais en tout cas, s'il veut effectivement rentrer complètement dans de l'imaginaire, bah, en tout cas, qu'il ait un petit peu plus de substance, ou en tout cas, que ce soit un petit peu plus rugueux. Pour moi, justement, c'est ce que je disais depuis le départ, hein, mais c'est qu'effectivement, même quand il va dans l'imaginaire, bah, globalement, il n'y a pas de paillettes, en fait. C'est très neutre, c'est Ah, très plat. tu vois, non, mais au-delà de l'imaginaire, ce que j'entendais par épique, c'est que vraiment, est-ce qu'il y a un effort pour montrer des choses d'une manière grandiloquente, Bah, moi j'y ai impressionnante? cru quand ils ont lâché la grand voile et qu'on allait en mer et que l'Odyssée Moi commençait. aussi, j'y ai me cru. suis dit, allez, ça y est, on va voyager. Moi Et aussi, on j'y se ai retrouve cru. très vite sur une plage où des 3 C'est maisons ça. brûlent C'est et à du peu coup, près il y a ça, rien ouais. de- Et puis il y a rien surtout, d'épique, quoi. tout le récit est lié et va vers un seul et même point qui est le retour à la maison. Et du coup, au final, quel est le retour? En fait, on est sur un retour du roi. C'est un film qui est c'est la principale intrigue et l'intrigue la plus importante. En fait, c'est le retour du roi, c'est le retour d'Ulysse à la maison. Et malheureusement, c'est pas que ça l'Odyssée. L'Odyssée, pour moi, c'est d'abord un voyage et après, c'est un retour Ouais. Après- au royaume. Après, il a fait le choix aussi de. J'ai vu notamment Tsunami en parler, toi t'en parlais tout à l'heure, Maxime, mais les décors qu'il a choisi de représenter sont pas forcément des décors grecs. C'est des décors Euh, médiévaux. Ouais. C'est des décors Mm. plutôt médiévaux, plutôt d'Europe du Nord. Moi j'ai l'impression, même si apparemment il a tourné en Grèce, mais ça me fait beaucoup penser à un Alors, épisode de Game of Thrones. j'ai sur des plein détails sur le tournage parce que moi j'ai pas mal suivi le marketing m'a eu. Donc la cité d'Ithaque, c'est un château vénitien au sud de la Sicile, au sud-ouest de la Sicile. J'ai plus le nom, c'est une petite île en fait juste à côté de la grosse île principale. Mais effectivement, il y a rien de grec dans tout ça, hein. Enfin, il faut savoir à l'époque la cité par exemple. Une cité comme Ithaque, c'était construit autour d'un palais de ce qu'on appelait un mégaron, donc c'est vraiment beaucoup plus ouvert déjà, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces scènes, parce qu'il a envie de faire un truc très médiéval encore une fois, c'est de la lumière naturelle, orangée sur une photographie très noire, une ambiance très noire.
à l'intérieur. Donc c'est toujours clos, tu vois, dans ce qu'il fait dans Itac. Et le problème, c'est qu'il y a les rapports en extérieur, c'est juste en gros des vues depuis un hélicoptère, quoi. Il y a c'est quelques juste séquences avec le berger, mais c'est tout. Oui, ou sinon c'est des vues un peu surplombantes, voilà. Mm. C'est-à-dire que il sait pas vraiment filmer ces lieux, moi je trouve. Ces lieux manquent de consistance, on comprend. Enfin, il faut le dire, c'est que décoratif tout ça. On ne comprend même pas la C'est pour ça civilisation que en je trouve cours. que ça ressemble à un épisode de Game of Thrones Ah, mais oui, totalement, dans ouais. les faits, parce qu'en soi, Itac, c'est vraiment bon, vas-y, on le filme d'en haut. C'est et un après, château voilà. en haut d'une colline. Quoi, On filme le château en haut de la colline, ensuite on met les personnages à l'intérieur. En fait, on est très proche et on est dans les intérieurs. En effet, t'as les séquences. Après, c'est que des séquences sur la plage qui pourraient être n'importe quelle autre plage de l'Atlantique ou de voilà. Et c'est. Alors, il y a une évolution quand même. C'est-à-dire que chez Polyphem, on est plutôt effectivement sur. Je pense qu'il a tourné ça en Grèce. Moins chez Calypso. Mais... Ah non, mais Calypso, rien à voir. Après Calypso, faut savoir, si ça vous intéresse, on a des hellénistes encore une fois et des fans et des gens qui étudient l'Odyssée ont cartographié un peu possiblement où est-ce que peuvent être chaque épisode dans le récit. Donc Calypso, c'est vraiment très loin d'Ithaque. Hein. C'est sa vraie nature. En réalité, c'était une bonne idée de prendre des paysages différents autour de la Méditerranée, enfin au niveau de la Méditerranée. Le seul problème, c'est que t'as pas l'impression de voir une vraie civilisation à l'œuvre. Moi, c'est pas tant ça qui va me déranger s'il n'y a pas une forme de cohérence par rapport à la spatialisation des lieux, par rapport à la réalité du récit et sur ça, mythologique. Je disais par épique, tu vois. Mais la spatialisation est catastrophique par la mise en scène. Oui, quoi, mais du coup, ça, c'est pas un problème pour moi. Mais le problème, c'est que quitte à se détacher effectivement de là où il y a les vraies localités, là où il y a les vraies inspirations culturelles des différentes contrées ou des différentes civilisations, autant aller sur quelque chose qui fait preuve d'extravagance et qui nous, au moins, qui a appuyé à un imaginaire. Tu demandes à Nolan ce qu'il sait pas faire. Oui, il a déjà été extravagant, Christopher Nolan. Pas un mec qui sait rire, Christopher Nolan. C'est un petit peu le souci en fait pour moi, c'est qu'effectivement il se détache continuellement du matériel de base et en attendant il n'invente rien en fait. Parce que quitte à se détacher, autant inventer et proposer quelque chose à son spectateur qui lui est peut-être vierge de tout imaginaire concernant l'Odyssée et la mythologie grecque. Et là non, aucune proposition, quelque chose de très plat. Après moi il y a quand même quelques trucs que je sauverais parce qu'on disait tout à l'heure il refuse de représenter les dieux, ce qui est un choix, hein, parce qu'on aurait pu représenter les dieux de telle ou telle façon. En tout cas, il les représente par le décor et la nature et les agissements, en tout cas, et les catastrophes naturelles qui vont les accompagner. Le décor, s'il te plaît, c'est une statue d'Athéna dans un temple. Non, bien sûr. Non, mais par exemple, tu vois, au moment de rencontrer ces soldats morts, donc chez Hadès au Styx, du coup, la représentation, en fait, le décor sert de. Enfin, en fait, on comprend que c'est en bas d'un volcan, et donc là, je me dis, là, les Grecs. Se représente ça comme la porte des enfers parce que effectivement ça peut être cette vision là qu'on en a et c'est des paysages qui existent et c'est de là dont sont issues les légendes et ça m'intéresse. Après ce qui en est dit pendant la séquence, ça reste un message assez simpliste et aussi un fusil de Tchekhov quelque part derrière pour la fin. On comprend très très vite que ça va être. On comprend la fin du film au moment où il lui file l'espèce de bitonio en bois là. Quand il tire à la courte paille, hein, j'ai l'impression. Bref, je sais pas si c'est un mot très français, mais le bâton un peu cylindrique quoi. Oui. Et donc voilà, au-delà de ça, moi je trouve que sur ce choix-là, par exemple, c'est intéressant. Après, après au-delà de ça, c'est vrai que le reste, ça ressemble ni à la Grèce, ni à des choses qu'on pourrait s'imaginer. Moi, c'est pas ce qui me dérange le plus dans le film en vrai, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être une lecture aussi et un imaginaire qui se développe dans ce qu'il a connu lui. Comme moi, j'ai un imaginaire de décor que j'ai connu moi dans mon enfance quand je lis l'Odyssée, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est une représentation de carte postale, tout ça. C'est-à-dire que quand t'enlèves toute cette sève, quand t'enlèves toute cette consistance-là... la Grèce, c'est un peu des représentations, c'est un peu de la carte postale tout le temps aussi, hein, non ? Oui, quand tu y vas pas et que tu regardes des images sur Google, c'est sûr que c'est une carte postale. Mais par contre, quand tu y vas, tu te rends compte que ça a une géographie particulière. Enfin, c'est une géographie particulière. C'est une représentation de l'espace. C'est aussi un bruit particulier, tu vois. Moi, j'aurais adoré entendre, je sais pas, il y a un oiseau que t'entends dans le film ? Non.
Voilà. Après, Il y a le bruit de l'orge, tu comprends ce que c'est vraiment qu'une hécatombe. Enfin, je sais pas, en fait, tout ce qui fait la mythologie, même le chant, tu vois, c'est une bonne idée d'ouvrir avec. Bon, il appelle ça un barde, ce gros bourrin anglo-saxon, encore une fois, alors que c'est un aède et il veut pas comprendre qu'il y a des différences autres que, en fait, une représentation très très caricaturale qui vient de Game of Thrones et qui vient de toute cette culture-là. Mais pourquoi pas, tu vois, le fameux, on reprend, donc, qui s'appelle Démodocos. Démodocos, c'est celui qui, chez les Phéaciens, dans l'œuvre originale, commence à compter en fait ce qu'a été le récit de Troie et ce qu'a été la trajectoire d'Ulysse. Donc là, il est maintenant à Ithaque et il a justifié le fait que ça soit Travis Scott parce que la tradition du coup orale qui vient de chez les Grecs est aujourd'hui représentée par le rap. Bah c'est super, mais dans ce cas-là, développe-moi quelque chose là, parce que ça me suffit pas ce qu'il me tape avec son bâton sur la table et qu'il me sorte 4 mots quoi. Enfin, et là, il faut vraiment un peu de matière, et c'est le problème du film, c'est qu'il a jamais de matière, c'est que de l'apparence en fait. Ah mais c'est Travis Scott. C'est Travis Scott, Oui, voilà, c'est personne lui. le sait, mais moi j'ai encore une fois. Ah oui, c'est quoi, je le viens sais. de capter, oui, le mec avec le bâton qu'on voit au premier plan du film. Ouais, ça s'appelle un aède normalement. Respectons ça un peu. Mais incroyable. donc voilà, c'est-à-dire Et avec qu'il va les chants, taper, tout ça, il va taper ok. 3 fois sur la table avec son bâton pour convoquer en gros Et- la muse. Mais ça encore une fois, Et vu le que théâtre c'est- aussi, c'est l'appel au théâtre, c'est le bâton. Les 4 coups du théâtre. Ouais, mais ça, pour le coup, c'est C'est ça, mais c'est beaucoup plus tard. c'est postérieur, ça ouais. finalement. Ça arrive après dans Oui. l'époque Oui, non, classique mais- de la Grèce. c'est ça, c'est ça. Oui, moi aussi j'y ai pensé, mais après je me suis dit non, c'est des trucs Parce que, très. en fait, normalement, si vous qui arrivent voulez, bien après, chez quoi. Homère, le tout début du texte, c'est l'Aède, donc celui qui chante le récit, qui va raconter le récit. C'est pas lui qui puise le savoir dans sa propre imagination, c'est-à-dire qu'il invoque une divinité qui va lui raconter l'histoire. Et ça vient de là, du coup, le terme muse. C'est celle Oui, qui oui, porte ça, l'histoire ça, et celle qui porte la mémoire. Du coup, c'est super intéressant. Mais en Ouais, fait, bien sûr, développe-le-moi. Je pense que personne n'a saisi ce que tu voulais faire. Alors qu'il a lui-même dit qu'il avait étudié du coup, deux traductions différentes de l'Odyssée et qu'il voulait la moderniser. Voilà, c'est une bonne idée, effectivement, de faire une espèce de passation entre la tradition orale grecque et le rap, mais il n'y a aucun rap dedans, il n'y a aucune tradition orale grecque non plus. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une espèce d'hybridité totalement superficielle qui, au final, me raconte rien d'autre, quoi. Et c'est ça, vraiment, le gros problème, je trouve, du récit et du film. Oui, non, c'est vrai. Et puis il y a quelque chose aussi à travers le voyage qui, je trouve, est en fait aussi par la temporalité et le peu de temps qu'il a en fait. En fait, comme vous le disiez tout à l'heure, on se représente très très mal le voyage d'Ulysse à travers la Grèce. Je ressens même pas qu'il se perd en fait tellement. Ouais. Tu ressens même pas l'usure non Oui, plus. l'usure ni rien, parce que en fait, encore une fois, ça va. C'est parce qu'ils c'est- verbalisent le fait qu'ils ont faim, sinon on sait pas en fait C'est qu'ils ça. sont fatigués. Avec autant de budget, en fait, je pense qu'il aurait pu en faire 3 films, 4 films, Ouais. et je pense que les gens y seraient allés en plus. Surtout ce qu'on n'a pas dit, et c'est ça aussi que le film a vendu en termes de marketing, c'est qu'ils ont vraiment tout fait en vrai. Oui. Donc Ils ont fait des tourbillons en vrai. Non, bien sûr que non. Dans le sens où ils sont vraiment allés tourner des scènes sur la mer, Oui. ils ont vraiment foutu des bateaux sur l'eau, Ils ont vraiment tué allez, des gens. ils ont à vraiment cause de- tué à des cause gens. de- Ils ont Non, mais vraiment il y a- transformé des gens en cochons. ça se voit, il y a des choses réelles, mais le problème oui. c'est qu'il il est même Bah, pas le cheval de foutu. Troie est réel. Pour Le le coup. cheval de Troie Oui. est réel, les navires sont réels, les dracars sont réels. Oui. Mais il a même pas réfléchi à comment essayer de faire véhiculer par une composition de cadre en fait ce qu'on vit. Donc on a juste l'impression de voir un enchaînement de scènes artificielles qui nous font jamais ressentir pleinement la dureté de ce que c'est que en putain de moins 1200 de voyager en fait Oui, c'est vrai. sur une mer. On sait qu'ils ont faim, mais c'est tout. Après, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais sur la séquence où ils sont dans le cheval de Troie, moi, je ressens vraiment la Oui. difficulté d'être là-dedans, et je les sens entassés, et je les sens en danger, en fait, là-dedans. Et parce que c'est vrai que dans la légende, moi, qui n'ai pas lu l'Odyssée comme toi, Maxime, moi, l'idée du cheval de Troie, c'est J'ai trouvé ils sont absurde. dedans, ils sortent, et puis ils gagnent Troie comme ça. C'est vrai que en fait, c'est la première fois, peut-être, que je m'imaginais ce que ça représentait d'être. Aussi parce qu'on avait des représentations du cheval de Troie déjà beaucoup moins sombres, parce que souvent représentées, faites en bois, etc. Et beaucoup plus massives. Oui. Là, ça a vraiment l'air d'être minuscule petit, et c'est un- d'être. ouais, Ils ont ouais. vraiment l'air d'être entassés, et surtout Mhm. qu'ils attendent là-dedans depuis longtemps. Normalement c'est une dizaine de guerriers qui montent quoi. 10-15 Oui, voilà. guerriers quoi. Ouais, mais c'est ça qu'on Mais a. c'est Et à c'est peu la près première ça, fois ouais. qu'on. Non, parce que c'est vrai que là, on peut parler du film 3 de 2003, je crois, avec du coup Brad Pitt. C'est vrai que quand ils sortent du cheval de Troie dans ce film, ils sont tellement
extrêmement beaux, ils sont nickel, tout bien coiffés, ils sont Non, prêts, là, ils sont c'est prêts pour vrai, aller tuer toute la cité. Après, remarque, c'est le cas après aussi, mais quand ils sortent, ça va. Mais quand ils sont à l'intérieur, on sent la difficulté que c'est. Ça, je trouve que c'est plutôt une réussite, même si je sais que toi, t'es pas forcément d'accord avec ça. Mais Non, mais je trouve moi, ça bien encore une aussi. fois, c'est que je pense qu'il sait pas où placer sa caméra à l'intérieur. ça, Mais c'est oui. Bon, peut-être ça. mais après, c'est Alors le sujet de toute façon ça, pour moi, symptomatique de Christopher Nolan, à savoir pas savoir créer encore une fois de spatialisation, de lisibilité sur cette scène d'action et de tout le temps me mettre des caméras qui tremblent en fait à hauteur d'homme, qui me permettent absolument jamais de ressentir les coups, de ressentir la dureté, de ressentir vraiment quelconques émotions quoi. Et c'est vraiment le seul problème que j'ai quoi. Puis moi, même pas le seul, mais un des gros problèmes. Au niveau de la photographie, c'est vrai que tout simplement le travail de la lumière, on peut dire que techniquement c'est extrêmement bien réussi. Ah ouais, mais par contre, en termes de narration, moi je trouve ça oui, et c'est même le gros en termes problème. Ça ne dit d'imaginaire, rien, ça ne dit rien. c'est-à-dire qu'il profite du fait que effectivement c'est un récit antique et du coup il n'a accès qu'à la lumière du feu globalement, mais du coup il en profite tellement pour faire en sorte que l'image soit très très assombrie, voire même en fait qu'il n'y ait plus rien à l'image globalement. Faut dire un truc, c'est qu'il a une chance quand même techniquement, c'est que le film est diffusé après les bandes annonces du nouveau Spider-Man qui pour le coup par rapport à l'Odyssée et Dune a l'air dégueulasse. Après, moi je suis très énervé contre le film, mais je suis prêt à reconnaître qu'en termes d'artisanat, ça n'a rien à voir avec un film Marvel. Quoi. Non, mais voilà. C'est juste que c'est on pas voit assez quand même la pensé, différence. malheureusement. D'ailleurs, tant qu'on y est- ça c'est autre chose, mais voilà, techniquement, je trouve que c'est Oui. plutôt réussi. Ah, mais D'ailleurs, c'est moi chiant. je reviendrai C'est là-dessus. un vomi Je te Spider-Man, suis- donc je te on suis, va pas comparer les bien deux. sûr, quoi. Mais d'ailleurs, je te suis Maxence. Bon, allez, quitte à faire un petit arc défense du film, quand même, si vous avez quand même envie de voir un film qui est Je assez vous entraîne trop spectaculaire. avec moi, pardon. Ouais, non, si vous avez envie de voir un ça film va. qui a quand même des séquences spectaculaires, notamment, moi je pense à la séquence de Métamorphose, où quand même, faut le dire, même si c'est une séquence de studio qui est pour moi globalement très réussie, c'est quand même la séquence de l'orage avec le bateau qui vient se briser en deux, c'est quand même du spectaculaire, c'est quand même du grand spectacle. Voilà, ça se voit, c'est filmé dans un bain à Los Angeles, Oui, dans un studio. Oui, hein. mais Ça je se pense voit que c'est le totalement. bain qui coûte le plus cher du monde. Non, mais c'est bon. enfin, Oui, non, mais je c'est suis désolé, même c'est du beau spectacle, c'est du beau spectacle. C'est du C'est spectaculaire. ce que tu as vu 1000 fois dans n'importe quel blockbuster qui traîne d'une scène en mer où il y a un Non, naufrage, j'en ai pas vu à 1000, savoir non, j'en ai pas vu. un éclair de toute façon qui fait une alternance entre C'est vrai que le un flash- flash blanc et du noir et après une illisibilité totale. Vraiment, tu ne comprends Même rien de la spatialisation du vaisseau. la métamorphose, tu vas dans des films de body horror. Ça prend l'apparence du body horror. Mais Ouais. à la Mais rigueur, c'est la c'est- seule scène où tu ressens vraiment quelque chose du film. Oui, moi, je oui, trouve. mais je trouve que c'est mieux fait ailleurs aussi. Et, Ah, mais bien sûr. ouais. Mais c'est Et- parce et- que et mine de il rien, a du mal à cadrer, quoi. C'est je- encore une fois, c'est Mais je suis toujours pas pareil. forcément. Alex il rigole, il pense qu'on est trop de mauvaise foi. Non, je dirais pas de mauvaise foi. Vous avez le droit de pas avoir apprécié ces séquences-là. Mais Alors, moi, ce que non, mais je ce que l'apprécie, je mais trouve quand même- Je trouve les maquillages et les prothèses Oui. vraiment réussis. Et une bonne utilisation du numérique parce que Et une- on une a, belle- on a, Alors attends, une belle alternance entre effets pratiques et effets numériques, Merci, je suis merci d'accord. de le Et dire. pour moi, c'est la seule séquence de ce côté-là qui a vraiment à la fois du cachet esthétiquement, même si c'est assez vulgaire de dire ça, en tout cas qui le est... Cyclope n'est pas raté non plus, mine de rien. Bah, Sur le numérique et le pratique. Non, mais On peut le problème, c'est qu'il est Ah. ultra monolithique. Oui. Et, Moi, c'est le et personnage qu'il- qui me dérange. il- C'est son aspect Non, scénaristique. mais en mais fait, parlons par exemple de la scène du Bordel. Cyclope. La scène du Cyclope, c'est normalement la première incursion vraiment du merveilleux. Oui. Donc tu la soignes. Oui. Il rentre, il goûte du fromage, il tourne autour d'un feu. Et puis là, d'un coup, tu vois une énorme silhouette arriver. Je veux dire, Ah, il est même pas foutu. Je te trouve assez dur. Non, Moi, je il trouve est que même pas l'apparition du Cyclope Elle au est travers impressionnante, tu la au travers Moi, ça me fait rien. au travers de la seule ouverture, la seule lueur de lumière qu'il y a dans la caverne. D'ailleurs, Oui, la l'espèce caverne- d'entaille lumineuse. Ouais, si je trouve Mais ça c'est pas la assez cadrer, esthétique. cette Moi, je trouve entaille ça lumineuse. assez esthétique. Non, là, je te rejoins pas forcément. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est con comment la séquence est développée d'un point de vue scénaristique, mais par contre, je trouve que d'un point de vue visuel et en tout cas purement photographique, je trouve que c'est assez Mais il réussi. se ouais. perd totalement, c'est-à-dire qu'il travaille jamais une forme de géométrie qui me permet de me repérer dans l'espace. Après, ils sont du coup autour du feu. Moi, il profite trop que c'est dans l'obscurité. Par contre, il profite Ah trop non, que mais c'est bien dans sûr. l'obscurité. Et Ça, donc, je suis il met d'accord. sa caméra n'importe où. Et donc, le danger, quelque part, tu sais qu'à un moment, il va exploser et qu'il va mettre une accentuation de toute façon de jumpscare comme c'est attendu. Et c'est ce qui se passe en fait, parce qu'il a même pas d'idée pour faire naître un sentiment horrifique. Et puis, et après, effectivement, il montre un plan légèrement en contre-plongée de lui qui est en train de manger un corps. Voilà. Puis, ouais, puis même Et la- c'est à peu près tout. Tu vois un bout de chair tomber. Je pense que c'est le seul moment du film où tu vois vraiment. À peine en plus. Hein. à peine, Ça, tu vois c'est quelque autre chose de défaut, morbide. je suis assez Il d'accord. crache un casque Zéro à la gore. fin. Et Zéro après, gore. après, tu ne Mais sais un pas casque, pourquoi. Pas une tête, c'est Tu dommage. ne sais pas Ouais. pourquoi, parce qu'il n'a pas d'idée en fait pour faire naître la tension et faire évoluer la dramaturgie de sa scène. Il s'endort. Oui. Oh, parce qu'en fait, voilà, Christopher Nolan a décidé qu'il était assez con pour fermer sa grotte
Et s'endormir et s'endormir avec avec des ennemis à l'intérieur. Non mais c'est quand même complètement stupide. Enfin, et encore une parce que comme tu disais, le Cyclope est une créature bien plus intelligente que ce Et qu'on bien fait sûr, avec il est- Christopher C'est Nolan un à la demi-dieu. base. Oui, c'est vrai. c'est même pas un demi-dieu, c'est une divinité Oui, tout c'est une simplement. divinité, c'est ça. Et c'est vraiment le gros problème, c'est-à-dire qu'après, oui, c'est le lendemain, et donc Ulysse, on a besoin de montrer qu'il est rusé. Donc, il est rusé comment ? Il dit attendez que finalement la pierre soit posée le matin, que la grotte s'ouvre à nouveau pour pouvoir passer. Et après, en fait, il est obligé de faire continuer sa scène parce qu'il y a une certaine partie du coup de ces hommes qui n'ont pas pu se dégager et sortir de la grotte. Donc, il revient dans la grotte, et là, il rejoue la fameuse scène où il s'endort à nouveau une fois qu'il a bouffé 2 de ses compagnons, et après il lui crève l'œil. Sauf qu'il lui crève l'œil de manière beaucoup plus intelligente chez Homer, c'est-à-dire qu'il lui fait boire du vin. Il ne sait pas ce que c'est que le vin, étant donné que c'est une civilisation totalement primaire en fait, et individualiste, où chacun vit enfermé dans une grotte, et c'est quelque part quasiment la préhistoire en fait, cette société là quoi. Sauf que il explique rien de tout ça, donc en fait on sait pas qui il est, et il se fait perforer du coup l'œil avec un rondin. Et encore une fois, moi je suis peut-être trop un gauchiste, mais j'ai plus d'empathie pour le Cyclope que pour Ulysse quoi. Quand je le vois se faire bouffer ses soldats, mais moi je te comprends, moi je suis pareil, sauf que il arrive pas à ils m'apporter ont de la bien fait, quoi. complexité au personnage, c'est-à-dire qu'il m'en fait juste un espèce de bébé contrarié qui va appeler papa Poséidon. Et là d'un coup tu te rends compte que vraiment toute la bêtise de Christopher Nolan, c'est justement le moment où comme on disait tout à l'heure, t'as Matt Damon qui dit en gros, le second de Matt Damon qui dit ah là là mais oui il parle. Oui, il parle, effectivement. On peut en faire autre chose. On aurait peut-être dû se poser la question Ouais, avant. exactement. Donc non, c'est compliqué. Hein. Même chez les Lestrigons. Et d'ailleurs, les ils ont géants, changé aussi alors, non seulement ils ne disent pas la fameuse phrase culte qui a traversé les âges de Mon nom et personne, mais même ils changent la stratégie de Ulysse pour sortir. Ils se mettent de la paille sur le dos, alors que normalement ils sortent en s'agrippant au mouton. Bon, visuellement, c'est compliqué à mettre. C'est ce que je me suis dit aussi. Là, pour le coup, ça a un peu plus de sens, parce qu'encore une fois, ça reste quelqu'un qui est cartésien et qui a toujours besoin que ça soit. Il y a une forme de tangibilité dans le récit. Exactement, tangibilité. C'est un problème quand tu vas dans le merveilleux et le fantastique, c'est que tu peux pas être en permanence. Il a le cul entre deux chaises, c'est ça en ça. fait, continuellement dans le récit. Voilà. Et en plus, il veut donc y mettre son grain de sel, c'est-à-dire la maîtrise du temps à sa façon. Et donc tout cela crée un peu un film un peu déceptif. Un film malade. Je pense que ça aurait été un bon film réalisé par Guillermo del Toro. Je pense. Par rapport au fantastique. Oui. S'il avait ce budget-là, oui. Je pense que ça aurait été plus intéressant, effectivement. Même si les derniers films de Guillermo del Toro, notamment Frankenstein, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais c'est. Puis après, on n'a pas parlé de plein d'autres choses, parce que c'est vrai que c'est un film dense quand même. On peut pas lui reprocher ça, mais le problème, c'est que la densité, pour moi, fait pas forcément. Il faut quand même qu'on parle de cette séquence de fin avant de finir parce que ça fait déjà une heure qu'on en parle. Racontez-nous tout ça. On n'a pas fini. Il faudrait quand même qu'on finisse sur donc Pénélope. On n'a pas parlé non plus de Télémaque et donc du retour d'Ulysse qui revient à Ithaque. J'ai pas envie d'en parler. On a très peu parlé des personnages féminins. S'il y en a un qu'on voit quand même plus souvent que les autres, c'est Pénélope. Il y a peut-être une raison. Finalement. C'est que moi j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec Calypso et avec Athéna. Et Circé aussi. Et Circé, mais c'est très pauvre en termes de représentation du féminin. Athéna ne parle comme jamais. on a l'habitude d'avoir, et là ce qui me gêne encore plus dans ce film, c'est qu'il fait semblant en fait d'être féministe des fois. Voilà, c'est ça qui est fatigant, notamment avec Anna Tawai à la fin, à Ithaque, où elle déclame vraiment son infériorité due à la bassesse un peu des hommes, quoi, et due à une espèce d'ordre social qui est complètement révoltant. Quand son fils lui dit vouloir prendre à nouvelle fois le trône. En fait, le problème, Christopher, c'est qu'il faut vraiment que tu amènes de la complexité sur tes personnages, et ça suffit pas qu'ils disent une phrase pour qu'on y croit, quoi. Et puis on la voit pas diriger Ithaque, donc en fait on ne mais oui, on c'est peut ça pas le y problème. croire. Et ça, à la rigueur, c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que c'est totalement éclipsé c'est vrai. Dans le Pénélope, en fait, c'est-à-dire que dans l'Odyssée, on se focalise vraiment quasiment que sur Ulysse, et Pénélope est là au début et là après sur les 4-5 derniers chants, donc vraiment la fin de l'Odyssée. Ça aurait été pour le coup en effet une bonne idée de la voir diriger, de la voir en difficulté, et qu'elle dise ça, qu'elle dise oui, vous en avez rien à foutre que moi pendant 20 ans je me tape le trône à gérer et Ithaque à gérer, et que derrière vous arriviez et vous dites je suis un homme, je vais prendre la place, c'est bon, elle me revient de droit. Mais là en effet c'est un discours féministe, c'est un peu plus complexe, mais ça l'intéresse pas en fait. Oui. Ça l'intéresse pas parce que de toute façon on ne sait même pas ce qu'est Ithaque.
Mais t'avais même Itac, c'est un concept en fait. T'avais même tout un discours politique à enfin tu vois sur même de la popole, tu vois, genre de la politique politicienne à l'intérieur d'Itac. C'est vrai qu'il n'y a pas de roi depuis 20 ans. Comment ça se passe? Est-ce que il y a des pour ça, il faut des comprendre les batailles de pouvoir. prétendants. Oui. Il faut comprendre aussi que sous la Grèce antique, c'était une aristocratie pure et dure, quoi. Il faut être un peu politisé aussi. Il faut être un peu politisé aussi, chose qu'il sait pas faire, quoi. Oui, c'est pas son truc. Et voilà, bon, peut-être que dans Oppenheimer c'était un peu plus le cas, mais on lui reproche pas non plus parce qu'il sait pas son cinéma, on le sait. Oui. Mais en tout cas, donc Ulysse revient donc à Ithaque de manière cachée. Il accompagne Télémaque. Ulysse revient, ça me fait rire. Il revient d'un long voyage. Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. J'ai oublié qui chantait ça. Du coup, il revient et décide de s'attaquer à tous les prétendants de Pénélope et de les tuer dans une séquence de guerre et guerrière. Où il est seul. Il est seul contre tous, contre 200 où il n'a prétendants. pas perdu 1 kilo de muscle alors que le type, ça fait 10 ans qu'il est à la dérive et qu'il a quasiment rien pu manger. Et il tabasse des jeunes hommes de 20 ans. De 30 ans. Ah oui, non, mais on y croit tout à fait. Mais ça, pour le coup, c'est comme dans le récit originel. Oui, sauf qu'encore une fois, dans le récit originel, Ulysse ne serait jamais arrivé à Ithaque si Athéna l'avait pas aidé à chaque fois. Oui. Donc vraiment, il s'est reposé chez les Phéaciens pendant des mois avant de revenir à Ithaque. Je trouve ça ultra rushé, mais en attendant, là, globalement, il y a une énorme ellipse et on voit bien que chez Calypso, il a repris du poil de la bête. Il a quand même, ils l'ont sorti un plan où il est torse-poil, tu vois que ça va, il est bien chargé. Le type, tu vois, même dans mais physiquement, il change jamais du début à la fin, c'est ça qui est compliqué. Il y a un moment quand il arrive. Quand il arrive chez Calypso, il est aminci. Quand il arrive chez Calypso, il est aminci. Et à la fin, quand il part de chez Calypso, il est redevenu ultra montré par 3 stock. plans. Il s'attarde pas du tout là-dessus. Non, il s'y attarde pas, mais je veux dire, il le montre que physiquement, il a repris énormément de force. Même le sauvetage de Télémaque dans la temporalité aussi n'a aucun intérêt. Ah non, mais aucun intérêt. Surtout qu'encore une fois, petit cours de géographie pour Christopher Nolan, le temple donc à Pylos. Pylos, c'est tout au sud-ouest du Péloponnèse et Ithaque, c'est au nord-ouest. Donc c'est à peu près 1500 km. Encore une fois, ça me ça rappelle n'a aucun sens. Les dernières ça n'a saisons aucun de sens. Game of Thrones où les personnages se téléportaient. Non, mais voilà, c'est ça, c'est surellipsé en plus. Ça mais, n'a aucun sens. C'est juste pour faire une scène grandiloquente dans un temple, quoi. C'est à peu près tout. D'ailleurs, c'est le seul moment du film où il y a un rapport vraiment aux religieux, quoi, parce qu'on est dans un temple. Voilà, mais c'est pour faire une séquence d'action, un peu ce que Christopher Nolan, ça l'intéresse pas du tout de savoir ce que c'est ce peuple en fait. Oui, et une séquence d'action extrêmement mal montée, encore une fois, je trouve. Voilà, et là on peut peut-être revenir sur la fameuse scène à la fin avec la musique de Göransson qui sait rien faire d'autre que. On a très peu parlé de la musique et du son. Oui, c'est peut-être parce qu'elle est très mauvaise, voilà, tout simplement, et qu'à la fin. Elle est omniprésente déjà. En fait, il duplique, parce qu'à un moment on n'a pas parlé, mais il y a la prise de 3. La prise de 3, vraiment, c'est. Voilà, on n'a pas d'idée à Hollywood, comment on fait naître l'intensité et la pression en fait d'un siège. Et ben on bourrine à la musique des percussions sans cesse, et puis au fur et à mesure tout s'ouvre. Du coup il y a une espèce de tension palpable jusqu'à ce que du coup tout s'ouvre et que là du coup on mette un moment de silence de 5 secondes et qu'il y ait une nouvelle charge. C'est exactement ce qu'il fait sur le siège de 3. C'est hyper attendu. Ah ouais, non mais tout est attendu, c'est en plus, catastrophique en termes de montage. Autant j'applaudissais le mixage, il le refait à la fin, quoi. Le mixage de Dunkerque que moi j'avais trouvé super. Là cette fois le mixage il est horrible, quoi. C'est beaucoup trop fort pour moi, alors peut-être que c'était la salle, hein, mais j'étais en salle 1 du GC Léal, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt bien calibré. Là vraiment, et les gens sont sortis en disant tous la même chose, c'était beaucoup trop fort. Mais je pense que de toute façon à la rigueur Hans Zimmer on pouvait lui reprocher des fois sur les films de Nolan, mais je trouve que depuis qu'il bosse avec Ludwig Göransson, c'est vraiment un plus gros problème, c'est-à-dire que ça, je crois que c'est vraiment un problème qui est général chez Hollywood. Non, alors général chez Hollywood, mais il y avait beaucoup dans les films de Nolan, parce que je me rappelle que même Interstellar que j'avais regardé en 2014, les gens disaient déjà que c'était trop fort sur les séances d'Interstellar. Ouais, mais c'est un problème parce que c'est aussi une façon de rajouter de la dramaturgie de manière artificielle, en fait. Oui, je suis d'accord. Et en faisant ressentir les. Après, moi, j'ai pas trouvé le sound design désagréable ou mauvais. J'ai trouvé ça plutôt bon. Moi, c'est pas vraiment le sound design, c'est vraiment le mixage. Mélodiquement, c'est d'une pauvreté cette musique. Je suis d'accord avec toi sur la musique, mais je trouve qu'au niveau des effets sonores, au niveau de la création, c'est une espèce d'ampleur et de lourdeur comme ça qui arrive et qui marchait très bien dans Dunkerque. Son tic-tac, il lâche plus depuis Dunkerque. C'est vrai que c'est relou, ça, pour le coup. On a marre depuis Interstellar. Oui. Après, tu vois, tu parlais d'Interstellar. Interstellar sait faire des scènes épiques. C'est la différence fondamentale. Parce qu'il prend le temps de faire monter ces scènes. Non, mais surtout que ce qui lui réussit pas à Nolan sur l'épique, c'est de montrer en fait des hommes.
Voilà, de montrer un combat, je veux dire, entre êtres humains, avec de la chair, avec de l'incarnation. Dans Interstellar, ça fonctionne parce qu'il filme des vaisseaux gigantesques. Voilà, donc là, effectivement, tu peux que réfléchir à la spatialisation des choses. Après, il y arrivait pas mal dans Rises, par exemple, avec l'énorme bataille finale, mine de rien. Il arrive quand même à... Oh, moi, je trouve tu te souviens d'un seul plan dans la bataille finale? Oui, bah, je me rappelle de quasiment toute la bataille. Bah, tout est impressionnant quand ils sont devant la mairie. T'as pas de plan à citer. Bah, si, quand il y a tous les flics qui sont en face de tous les bandits, mine de rien, il arrive à quand même faire émerger quelque chose d'assez épique de ces séquences-là entre des hommes. Je trouve qu'il peut le faire. Tu vois juste des gens se bagarrer sans que l'impact en fait soit réel, sans qu'un point arrive dans une figure, sans que un pied fracasse une jambe. Tu ne ressens quasi rien. Enfin, c'est catastrophique. Honnêtement, c'est chaotique au possible sur le filmage. Moi, je trouve que c'est aseptisé effectivement et qu'il va jamais dans le gore, ou il va jamais, en tout cas, essayer de montrer une violence qui est réelle, ou en tout cas une violence qui est vraiment poignante. Mais par contre, je trouve qu'il arrive quand même à faire une forme de spectaculaire entre des hommes. Je suis d'accord que c'est moins épique que les vaisseaux d'Interstellar, mais en même temps, Interstellar, c'est un film qui a 10 ans, enfin plus de 10 ans maintenant aussi, hein, tu vois, ça date aussi. Alors il a réussi à le faire il y a 15 ans maintenant, mais là c'est vrai que typiquement la bataille finale de l'Odyssée, Ah mais je trouve que c'est raté. Non mais là je défendrai pas pour le coup la bataille raté, finale. Ouais. Je trouve ça pas dingue. Mais non mais surtout que ça se passe dans un espèce de clair-obscur en lumière naturelle où tu vois absolument rien. C'est du 3002 degrés Kelvin du début à la fin du film. C'est épuisant et puis surtout qu'il y a un espèce de montage alterné entre Télémaque qui est en train d'essayer du coup de tuer un des prétendants haut parce que du coup ils ont retiré les armes. Donc les armes en fait ils sont censés se les passer dans la salle du la salle du où ils mangent quoi. Où ils sont en train de s'affronter et ça ne fonctionne jamais parce que de toute façon il ne comprend pas que l'action c'est une affaire d'architecture au cinéma. C'est-à-dire il faut comprendre où les choses sont, comment les choses rentrent en contact et l'impact des choses. Et lui, il ne sait pas faire ça en fait. Et il a l'impression que être au cœur du combat et bouger ta caméra et voir approximativement des corps bouger et rentrer en contact, c'est impressionnant, mais non, c'est pas impressionnant. Et ta musique, en fait, avec un tambour et des percussions, ne fonctionne pas et ne remplace pas, en fait, tout ça. Quoi. Moi, j'adore quand tu tutoies Christopher Nolan, quand même. Ah, mais je le tutoie parce qu'à un moment, il faut vraiment qu'il réfléchisse à comment placer sa caméra, comment faire émerger, en fait, un langage dans une séquence pour que ça véhicule des émotions. Tu vois, j'écoutais une interview de lui sur France Culture et je crois qu'à la fin, la journaliste lui pose la question qui est la suivante, c'est-à-dire est-ce que un jour vous abandonnerez le gigantisme pour revenir à des films beaucoup plus, on va dire, pas mineurs, mais beaucoup plus intimistes. Et lui répond en disant oui, bon, en fait, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Bon, voilà, ce qui est un peu une réponse un peu chiante, mais je pense qu'il en est incapable en fait, parce que c'est vraiment un réalisateur du gigantisme et dès qu'il se rapproche des êtres humains et de l'homme, ça devient un peu ennuyant, et c'était le cas sur Oppenheimer. Mine de rien, Batman, ça reste un personnage de pop culture, et au tout début, je l'ai rapproché d'Ulysse, c'était pas innocent. Il savait un minimum l'incarner, quoi, tu vois. Oui, et ça reste un homme, déjà. En fait, dans les grands récits, avant, je trouvais qu'il arrivait à créer de l'intime, en fait, mine de rien. Toute l'histoire du personnage de Interstellar, c'est quand même un récit qui est intime, familial. Ça se passe dans l'histoire, dans l'espace, avec des planètes gigantesques où il y a des raz-de-marée. Mais c'est au sein de grands récits et de gigantisme, il arrive à intégrer des récits intimes et des personnages qui vont être empathiques et qui vont émouvoir. Là, je trouve que c'est tout ce qui manque globalement à l'Odyssée, c'est qu'on est dans un récit qui est épique et gigantesque, et pourtant, du coup, il délaisse cette partie qui est nécessaire. Surtout que le gigantesque, je suis désolé, il n'arrive pas à le retranscrire encore une fois dans sa mise en scène. Oui. La scène que tu viens de citer en tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Oui, mais il échoue. Je suis d'accord. Il échoue à la fois dans l'intime et à la fois dans le gigantisme. C'est quand même un problème. Mais non, mais vraiment, prenons la scène des fameuses vagues sur la planète où le temps s'écoule différemment, où le temps s'écoule différemment. Là, vraiment, je ressens un dépassement de l'être humain face à une grandeur démesurée. Dans la scène, encore une fois, avec Matt Damon qui trahit tout le monde et qui va en fait partir seul et qui explose, et ensuite ils sont obligés de rattacher Anna Thaoué et Matt Damon leur vaisseau à l'autre.
là vraiment il y a quelque chose qui se Puis- crée, puis il y a même- du spectaculaire qui se crée, Je te mais ce qui rejoins n'est jamais complètement. le cas dans l'Odyssée. Je te en fait. rejoins complètement, d'autant que cette séquence-là, elle amène du coup à la séquence déchirante de Mais la oui. retrouvaille avec Mais bien le sûr. sort de Skype du futur où il peut voir tous les messages préenregistrés, il voit les 20 années qui se sont écoulées. Et là, dans l'Odyssée, Va chercher le Tesseract. non mais là dans l'Odyssée c'est énorme. La seule séquence poignante d'un point de vue émotion par rapport à ce passage du temps, parce que c'est aussi 20 années qui ont été perdues de la part de Ulysse par rapport à sa famille, c'est le chien. Mais C'est attends, le mais chien non, mais qui est dans le Ça, fumier. je suis désolé. C'est mais le seul tiens à moment en où parler il essaie de parce que- raccrocher émotionnellement les personnages par rapport à la perte d'Ulysse, parce que Ulysse a quand même perdu toute sa vie. Non, c'est pour moi la scène qui résume ce que tu es en train de dire, c'est celle où Pénélope ne sait pas encore que le mendiant est son mari et que tu as la scène sur l'escalier du coup. Ouais, Et mais là, sauf que là, il a fixé sur la guerre de Troie, du coup. Il Eh a ben fixé, là, le il a problème- fixé mais oui, mais sur si- la en culpabilité fait, il est de impossible- l'acte dramatique. En fait, il n'a pas confiance en C'est un lui. trajet. Moi, c'est Ouais. ma théorie, Christopher Nolan. Il n'a pas confiance dans les moments qu'il filme, donc il a continuellement besoin, de toute façon, de foutre sa putain de narration non linéaire pour te raconter 1000 trucs à la fois. Sinon, t'as l'impression que ça devient une arnaque et que c'est pas crédible, en fait, de voir des scènes de l'ordre du réel. Mais par contre... Et bloque-toi sur l'émotion, en fait. Arrête de nous faire 3 sous-textes. qui servent à Exactement. rien. Arrête-toi 2 secondes sur l'émotion, arrête-toi sur le présent des choses. C'est ça. Et Le essaye présent. de croire en fait que tu peux les incarner. Mais par contre, non, c'est vrai que le chien c'est raté. Mais comment tu rates ça? Non, mais vraiment, comment tu rates? Je crois que c'est Simon Rio, j'entendais sur Réaliser sans trucage. C'est vraiment la chose la plus universelle du monde, hein, finalement. Oui, tu Un vois. chien qui meurt. C'est C'est-à-dire triste. un chien qui meurt parce On que sera tous pendant, tristes. pendant des années, effectivement, il attend son maître. Mais putain, mais sans déconner, c'est un vieux champ contre champ, même pas foutu sur un pied. Mais comment t'arrives à faire un truc pareil? Je veux dire, alors qu'en plus, tu vois qu'il essaye de faire quelque chose d'émotionnel, mais t'as l'impression qu'il a tellement pas de temps parce qu'il a 1000 trucs à te raconter à la seconde qu'il a dit à son assistant caméra, bon voilà, là tu me prends vite fait la cam là, qui pèse 110 kilos là, avec 3 de tes potes, et puis tu me fais un plan qui tremble, tu vois vite fait le visage du chien qui est mort, et puis là il y a Télémac direct derrière qui dit ah non mais finalement c'est toi mon père, voilà, parce que tout de suite t'as besoin de raccorder en Mais- fait eh oui, c'est une ça. fonction À Télémac, narrative de quelque chose, quoi. Laisse le moment vivre. Laisse le moment vivre, c'est Ouais. sûr, ça dure 1 seconde et demie son plan. C'est ça. Des fois, t'as des plans qui sont beaux. Hein. Enfin, Mmh. honnêtement, j'ai dit que c'était assez catastrophique majoritairement. Mmh. Mais des fois, il émerge quelque chose, tu vois, de l'ordre de la beauté naturelle des choses. Mhm. Mais il le laisse 0, enfin, il Mmh. laisse le plan Et 0,5 jamais secondes les ou une séquences, seconde. il ne laisse pas les séquences vivre par elles-mêmes, et du coup, jamais émotionnellement on les rattache. Et vous en pensez quoi de cette punition? Pas mal la punition des dieux de partir au soleil avec sa femme sur un bateau. Ah oui, c'est vrai que c'est dur. Et encore, est-ce que J'étais plus durement puni, perso. Alors là, tu vois, moi, c'est ça qui m'énerve parce que je pense qu'il se dit que sa scène est hautement complexe parce que il a du coup une Ça, c'est la toute fin. réflexion. C'est après le massacre mais là, et la récupération du Toujours tac par ce que je Ulysse. disais avant sur le chien, il le reproduit. C'est-à-dire, il a tellement pas confiance dans l'instant émotionnel qu'il est en train de filmer, c'est que quand tu as ce moment, qui est le moment, je veux dire, émotionnellement le plus fort du film, normalement, au-delà de Argos, le chien, c'est le moment où en fait il retrouve Pénélope, tu vois, où tu as tout le monde qui tape sur le sol, et il arrive pour marcher, du coup, escalader les quelques petites marches qui le séparent encore de sa femme, et là il tombe dans les bras de sa femme. Et tout de suite, Oui, c'est vrai. t'as ce dialogue où Dis non, ne meurs pas non, maintenant. on ne meurt pas, et puis je d'un vais coup pas qui fait mourir. non, je vais pas mourir, t'as la voix qui L'exil. revient, voilà ce qui va se passer. Non mais à un moment Et arrête, puis, c'est fou, quoi. si tu veux incarner un doute sur le fait qu'il va mourir, laisse-le au moins s'incarner quelques Ah petites non, secondes. mais bien sûr. Ou alors le cut. briser instantanément. Mais laisse le moment se passer, Ouais. en fait. Fa- s'il te plaît. Laisse-lui fermer les yeux, cut et mets-le sur le bateau avec Oui, elle. à la limite, c'est ça. Et tu crées une scène d'onirisme où on se pose la Oui, question voilà, de est-ce c'est qu'il est ça. mort Et ou non. non, tout Mais de là, pas suite, du en tout, fait, là. il a doit besoin le dire, parce qu'il l'exprimer. a de l'ego, monsieur. Donc Oui. il a suivi quasiment le trajectoire à la lettre près de Homer, mais par contre il a besoin de montrer à la fin que sa fin elle est quand même différente, parce que lui il a compris un truc qu'a pas compris Homer, c'est que en réalité Ulysse il faut que ça soit un bon père de famille et que du coup il laisse un héritage à son fils, ce qui est quand même Très C'est chrétien, important, finalement. très c'est important, chrétien l'héritage. et très aristocrate quand même dans la vision, Ouais. et qui est absolument pas une vision de dénonciation comme il essaye de faire de toute façon avec le siège de Troie juste avant. C'est pour ça que ça n'a aucun putain de sens son film, et il se permet à la fin que Ulysse avec Anataoué sur le bateau à la recherche de l'insaisissable soleil, et donc on comprend que cet horizon en fait c'est quoi? C'est comment l'histoire finalement d'Ulysse va se perpétuer dans le temps. Et du coup, il y a cette phrase totalement vide, je l'ai plus exactement en tête, qui dit plus ou moins Anataoué dit à. Mais comment, en fait, tu crois que les gens vont chanter finalement cette histoire? Il dit oui, parce que le chant sera la seule solution pour qu'ils s'en souviennent. Voilà. Et il a l'impression vraiment, mais je pense, de penser quelque chose d'extraordinaire, alors que
il est en train juste de nous expliquer ce qui est arrivé dans la réalité, quoi. À savoir que l'histoire de l'Odyssée, effectivement, Oui, a c'est eu pas un si héritage mal, et qu'on ça, s'en c'est pas souvient si aujourd'hui. mal, c'est pas si mal. Non. Ça éduque les plus jeunes. Bien. Ouais, super. Christopher Nolan a été rhabillé pour l'hiver qui arrive. On lui a taillé Allez, un à dans costard 3 ans. sur mesure. Ah, dans Je 3 pense que ans. celui-là, il va tenir jusqu'à son prochain film. Bon, vous l'aurez compris, on vous encourage vivement à aller voir ce film. Oui, en tout oui, cas. Tout de même. Allez le voir. Allez-y. De toute façon, même sans nous, vous serez. Oui, de toute Vous façon, allez déjà aller le voir. Vous allez Ouais. payer une taxe au CNC qui permettra de financer de meilleurs films. Bien sûr. Donc, Et comme tout le monde, vous vous êtes fait assaillir par le marketing, donc vous allez aller le voir et tant mieux. et vous passerez peut-être un meilleur moment que nous. En tout cas, on vous le souhaite. Oui, Nous, c'est oui, c'est sûr. M'écoutez pas, je suis un homme aigri. on sent l'ironie. Non, mais si vous nous aviez suivis pendant les épisodes sur Satoshi Kon, ou Alix était déjà là, on l'avait déjà un peu rhabillé l'ami Oui, c'est Christopher vrai, Nolan c'est en vrai, parlant de Paprika. Mais cette fois, voilà, on a été un peu plus véhément. On espère en tout cas que vous aurez passé un meilleur moment que vous sur l'Odyssée. Si vous n'avez pas été d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Bien sûr. sans Insultez-nous, insultes. vous avez raison. Oui, c'est pour le mieux. Insultez-moi. De toute façon, il y a Tout sur Maxime. de toute façon, il n'y a pas de modération. Moi, je suis anti-modération. Dites tout ce que vous pensez. Bien sûr. Et puis voilà, nous on se retrouve pour un épisode sur Jack Demi, il me semble. Oui, ça doit être ça, le épisode prochain 3, et épisode, puis sans ensuite dire de bêtises. Soudain de Ryosuke Hamaguchi que nous avons déjà enregistré quand nous Mhm. avons eu la chance de le voir en avant-première, un épisode, un film pardon qui a duré 3h19, qui sortira normalement le 12 août et qu'on vous encourage vivement à voir, vous l'aurez compris. À C'est notre vachement mieux avis, que l'Odyssée, ça c'est sûr. c'est beaucoup plus intimiste en tout cas et beaucoup moins grandiloquent. Bon voilà, on vous laisse là-dessus. À très vite pour des meilleurs films. Et oui, et puis surtout, bonnes vacances et bon été. Bon Merci été. tout le monde, salut. Ciao. Ciao.